Celle d'un système devenu fou, pris dans la spirale des dividendes économiques et des intérêts militaires. Merci Ulysse, c'est moi qui suis très honoré d'être à tes côtés. Le symbole, il dit fille, fille comme philosophie, amour, le paradis sur terre, etc. Comme ils n'y ont jamais foutu les pieds, évidemment, ça ne savent pas de quoi ils parlent. Mais il vous raconte ça comme ça. À partir du moment où il a dit que je n'avais pas choisi entre Macron et Le Pen, j'ai été tellement indigné par cette façon de présenter ma position mensongère et surtout, si vous voulez, qui est volontairement prépare un état d'esprit. Hein. En fait, il prépare l'état d'esprit à mettre un signe égal entre Madame Le Pen et moi. Je vois très bien à quoi ils veulent arriver. Et donc, je me suis senti piqué et ça m'a fait réagir. Et j'ai dit, c'est pas lui qui va me faire des leçons de République, lui qui est responsable de ce qui s'est passé à Sivens, qui quand même s'est terminé par un mort. Si M. Cazeneuve était indigné par ce genre d'imputation, il aurait déjà dû faire des procès à Reporter et à combien d'autres journaux qui ont titré de la même manière en le rendant responsable. Autrefois, c'était une tradition. On considérait que le ministre était responsable des actes de ses subordonnés, d'autant que le ministre est le chef de son administration. Cazeneuve, le gars qui s'est occupé de l'assassinat de Rémi Fraisse. La vérité, ça existe, les faits aussi. Mon fils n'était pas quelqu'un de violent, c'était un garçon engagé dans l'environnement. Je ne dispose pas d'éléments permettant de caractériser une faute professionnelle. Mon fils a été assassiné, et je dis bien assassiné. Je n'ai pas l'intention de m'excuser car je tiens Bernard Cazeneuve pour responsable de la mort de Rémi Fraisse. Un jeune de 21 ans est mort. Et quelles que soient les circonstances, quand un jeune disparaît, meurt, la première des attitudes, la première des réactions, c'est celle de la compassion. C'est pourquoi j'ai appelé son père ce matin, pour lui dire la solidarité que nous devons avoir à l'égard de cette famille qui est éprouvée. Celle que les pouvoirs publics doivent engager avec la justice qui est saisie. C'est la vérité, toute la vérité sur ce qui s'est passé durant cette manifestation qui a été violente et sur les causes de la mort. Et j'y veillerai personnellement. Enfin, la troisième réaction, quand il se passe un drame. Et là aussi, quelle que soit la cause qui a pu mobiliser un barrage, nous devons faire preuve de responsabilité, tous ceux qui ont décidé cet ouvrage, pour tirer toutes les conséquences de l'expertise qui a été menée par des responsables du ministère de l'écologie, mais aussi de responsabilité dans les déclarations publiques, toutes les déclarations publiques. Donc compassion à l'égard d'une famille qui est éprouvée, vérité, c'est le devoir que l'on doit donner à tous ceux qui veulent comprendre, et notamment la famille. Et puis enfin, responsabilité de tous les acteurs publics pour qu'il puisse y avoir une compréhension. Il doit y avoir des travaux qui ont été légalement engagés. Il doit y avoir aussi une maîtrise de ces travaux lorsqu'ils ne sont pas tous nécessaires. Et enfin, il doit y avoir le respect de la loi. La France est un pays de droit, c'est-à-dire où la loi doit être respectée. Le droit de manifester, mais aussi le respect des forces de l'ordre qui doivent assurer la sécurité, un droit pour que les citoyens soient protégés, et notamment les manifestants, un droit lorsqu'il y a un ouvrage qui est décidé et qui doit être livré, même s'il peut être à un moment limité, un droit aussi qui est pour les familles de tout connaître lorsqu'il se passe un drame. Telle est ma responsabilité et je l'exercerai dans toute son ampleur.
Parce que je ne peux pas accepter que dans un pays, on se déchire sur le drame humain qui vient de se produire près du barrage de Sirva. Un système devenu fou, pris dans la spirale des dividendes économiques et des intérêts militaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? J'ai cru qu'on était dans un pays, qu'on avait le droit de dire, qu'on avait le droit d'essayer de se rassembler, de dire non, ce projet n'est pas valable. C'est comme si c'était délégué notre autonomie. D'accord, il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait du boulot, il faut qu'il y ait de la circulation économique. Il faut que la technologie fasse son boulot, il faut que la science fasse son boulot, il faut créer de la valeur. Puis il faut que ça circule, il faut qu'il y ait du commerce, il faut que l'économie vive. Parce que sans ça, tout s'arrête. Sans ça, il n'y a plus de travail. Mais c'est quoi un système trop compliqué? La Confédération paysanne dit qu'une exploitation fermière doit rester modeste, afin d'être transmissible à la génération suivante. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce qui fut trop compliqué? Où en est la nature? Où en sommes-nous quant à la nature? Fukushima, tremblement de terre, raz-de-marée. Où en sommes-nous? Où me suis-je trompé? Qu'ai-je cru que je ne devais pas croire? Avions-nous le droit de parler? Où les mots sont-ils allés trop loin? Ces mots, quelle mémoire les inspira? Quel passé? 155 manifestations ont été interdites en vertu de l'état d'urgence et que plus de 600 mesures d'interdiction individuelle de manifester. Des mesures de l'état d'urgence ont été utilisées de manière selon nous excessive et abusive pour restreindre le droit de manifester en France. Que certaines personnes aient été interdites de manifester avec des arguments valables, oui, mais dans ces cas-là, on peut prendre ces mesures dans le cadre du droit commun, sous le contrôle d'un juge, en cas de mesures judiciaires. On est dans une logique de police administrative où on vise à prévenir tout risque de menace potentielle et on s'en prend, ce faisant, à des personnes qui n'ont strictement rien à voir avec de quelconques violences. Que priver une personne de sa liberté d'aller et venir pendant plusieurs heures généralement, alors que l'on est simplement une personne qui souhaite manifester pacifiquement, oui, bien évidemment, cela génère de la frustration, cela génère une colère vis-à-vis des autorités qui sont censées à la fois assurer l'ordre public en manifestation, mais aussi protéger le droit de manifester. Lundi, 4 janvier 1960, 13h54. L'écrivain Albert Camus, tué dans un accident d'automobile dans l'Yonne, près de Sens. Dépêche AFP. À l'étape où je suis de mon expérience, je n'ai rien à épargner. Ni parti, ni église, ni aucun des conformismes dont notre société meurt, rien que la vérité dans la mesure où je la connais. J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire. Peut-être. Mais j'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans ces affreuses sociétés intellectuelles où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogan, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Rédiger des tracts, dessiner des affiches. Le soir du 17 octobre, je rentrais chez moi en Solex. Il devait être 20h. Je me souviens qu'il pleuvait. Je remontais le boulevard du Palais vers Saint-Michel. J'ai croisé quelques agents de police devant le palais de justice, mais rien d'anormal. Un peu plus loin, à la hauteur du pont, il y avait un cortège d'Algériens. Il devait être 200. La plupart étaient jeunes. Il y avait des femmes aussi. Tout le monde était bien sapé. Ils marchaient, silencieux, la tête haute. Pas un cri, pas un drapeau, pas une pancarte. J'ai garé mon Solex à l'angle du quai des Orfèvres pour regarder passer le cortège. Et tout d'un coup, une escouade de flics jaillit de la préfecture au pas de course. Certains étaient armés de mitraillettes, les autres brandissaient des bidules.
De là où j'étais, je voyais la ligne de policiers monter le quai et charger les manifestants au niveau du boulevard. J'ai entendu un gradé hurler « Allez-y, allez-y dessus !» Les flics m'empêchaient de traverser le pont, alors je suis remonté sur mon Solex pour passer de l'autre côté de la Seine. En arrivant place Saint-Michel, j'ai vu les vitres du café Terminus voler en éclats. Les flics jetaient des guéridons en fonte sur les Algériens. Tout le monde criait. Les gens couraient dans tous les sens. Il y avait des flaques de sang par terre, des vêtements, des affaires abandonnées. Je me rappelle d'un gamin qui hurlait. Il cherchait sa mère. Les Algériens ne se défendaient même pas. Les cars se remplissent, partent en direction de la préfecture de police et reviennent vides 5 minutes plus tard. J'ai vu un Algérien tomber à la Seine. Je ne sais pas s'il échappait au tabassage ou si on l'a jeté. L'indépendance de l'Algérie était devenue inévitable. De Gaulle négociait officiellement avec le FLN. Mais les ultras ne voulaient rien lâcher. Il y avait des plastiquages toutes les semaines. Je me souviens de la série d'attentats du 22 novembre. Il y en a eu une vingtaine dans la même nuit. Ils ont appelé ça la nuit bleue. Le 7 février, à Boulogne-Billancourt, une petite fille a été défigurée par une bombe de l'OAS qui visait André Malraux. Le lendemain, un collègue me prévient qu'une manifestation interdite par Papon aura lieu le soir même, à 19h, à la Bastille, en réponse aux attentats de la veille. Je sortais du boulot à 19h30. J'ai pris la direction du boulevard Beaumarchais en Solex et je me suis garé au niveau du cirque d'hiver. En remontant le boulevard vers la Bastille, j'ai vu mon collègue qui revenait de la rue Saint-Gilles, tout amoché. Il m'a dit que les policiers avaient chargé. On a continué ensemble vers la mairie du 11e pour rejoindre le cortège qui était là-bas. Les manifestants s'étaient fait prendre en tenaille par les CRS. C'était la même police qu'en octobre qui chargeait, avec la même rage. On a juste eu le temps d'éviter une charge de CRS avant de s'enfuir par la rue de Charonne. J'ai appris pour les morts le lendemain matin. Les manifestants se sont fait pourchasser jusque dans la bouche du métro. Cette manifestation ne devait pas être prévue par la préfecture de police. Il y a 5 à 600 manifestants. Au moment de la dispersion, d'autres manifestants sont arrivés. Certains sont tombés. Ceux qui essayaient de rentrer se sont entassés les uns sur les autres. Les flics ont gazé à l'intérieur de la station, pendant que d'autres agents leur jetaient des grilles d'arbres dessus. Il y a eu 8 morts. C'était 8 Français. Les obsèques ont été un événement national. Toute la France a apporté son soutien. Personne n'avait parlé des morts algériens. Et tout d'un coup, après Charonne, tout le monde voulait finir la guerre. Le pire, c'est qu'aujourd'hui, quand je parle du 17 octobre, les gens me répondent systématiquement « Charonne ». Fallait 8 Français. Fallait 8 morts français pour éclipser les centaines d'Algériens tués en octobre. C'est aux alentours de la Sorbonne que seront filmées ces images qui symboliseront à jamais mai 68. Étudiants et pavés d'un côté, CRS et gaz lacrymogène de l'autre. Le mouvement est né en mars dans les milieux de gauche de l'université de Nanterre près de Paris. Il a ensuite gagné la Sorbonne. Il n'y a pas suffisamment de place sur les bancs des universités pour accueillir tous les enfants du baby-boom. Le milieu étudiant explose, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'étudiants maintenant et que la société est incapable de pouvoir canaliser ces étudiants que la prise de conscience étudiante dans la société est beaucoup plus rapide. Il y a une situation de crise à l'université. Plus les jours passent, plus la violence augmente. Le 10 mai, c'est la nuit des barricades. Les rues de Paris sont littéralement en feu. La matraque répond au cocktail Molotov. Il y a plus de 600 blessés. Le gouvernement français ne prend pas la mesure de la soif de changement des étudiants. Il parle d'une poignée de troublions à mater. Des groupes d'enragés. Nous vous en avons montré quelques-uns. Se proposent de généraliser le désordre avec le but avoué de détruire la nation et les bases mêmes
de notre société libre. Mais l'espoir de changement est bien plus profond. Plus les émeutes s'étendent, plus les étudiants avancent de nouvelles revendications. Ils ne veulent plus seulement changer leur université, mais aussi tout ce qui fait leur monde. Il y avait le désir d'une autre vie, plus que d'une autre société au sens strict. Il y avait le désir de faire une part à la fantaisie, à la fête, au rêve, et puis beaucoup d'ennuis aussi, grisaille de la vie quotidienne. Le 22 mai, une grève générale se déclenche dans toute la France. Le pays est paralysé. Dans les manifs, on ne parle plus seulement de révolte. Révolution fait aussi son apparition. Les étudiants sont touchés évidemment par une certaine peur, une certaine angoisse de ce qui va se passer. On parle de guerre civile, etc. Les gens se tâtent pour savoir s'ils restent ou non. Fin du mois de mai, le général de Gaulle reprend la main. Il trouve un compromis avec les syndicats. Les grèves s'arrêtent. Il dissout l'Assemblée nationale et annonce des élections. Une grande manifestation destinée à le soutenir envahit Paris. Mai 68 et les rêves étudiants, c'est fini. Nous ne sommes pas en face de besoin de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connues. On a tous en tête les charges des CRS, les pavés, les barricades, le quartier latin qui s'embrase. Mais les héros de 1968 sont américains, allemands, tchèques. Ils sont aussi africains, du Sénégal ou d'Algérie. Dans les facultés du monde entier, des étudiants se sont révoltés cette année-là. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. À travers leur destin, c'est le monde d'aujourd'hui qui se dessine. Daniel Cohn-Bendit, l'icône insolente du mois de mai parisien, est devenu depuis député européen. Jan Palach, l'étudiant au visage triste, symbole de l'insurrection pragoise, s'est immolé par le feu quelques jours après la fin de l'année 1968. Le 31 juillet 1977, près de Morestel en Isère, 60 000 manifestants marchent vers le chantier du surgénérateur Super Phénix. Les antinucléaires sont arrêtés au hameau de Faverges par plusieurs milliers de CRS et de gardes mobiles. Les affrontements sont très violents. Le bilan de la journée est dramatique. 1 mort, 3 mutilés, plus d'une centaine de blessés. Notre envoyé spécial, Daniel Duigou, et les caméras de TF1 étaient là au moment des affrontements les plus durs. Tout de suite, je vous propose de regarder les images qu'avec l'équipe de TF1 nous avons pu filmer. Et tout d'abord, la tragédie. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Ce manifestant de 31 ans, M. Michalon, qui habitait à Die dans la Drôme, a succombé à un arrêt cardiaque. Donc je t'emmène à peu près à l'endroit où ton oncle est tombé il y a 30 ans. Voilà, donc nous arrivons à cet endroit qui est très important pour nous, pour la famille, pour nos amis et pour nous, ses frères, bien sûr. Alors c'est pas un héros, hein, c'est pas un héros, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été ici parce qu'il croyait que il y avait d'autres choses à faire que des super entreprises, des super centrales. Vital Michalon tué par les forces de l'État. C'est peut-être la seule stèle en France qui affiche une telle accusation. Emmanuel le frère et Lorraine la nièce on pensait pas qu'il reviendrait pas. Sont venus 30 ans après pour témoigner. Et que donc des
des milliers de personnes avaient déjà franchi la haie en courant parce que... La bataille fait rage ce 31 juillet dans la prairie du Devin, à Faverges. Vital Michelon, jeune professeur, est venu là parce qu'il aime et défend la nature, parce qu'il habite la Drôme, pays de miel et de lavande, parce que Super Phénix lui fait peur. Ce dimanche en début d'après-midi, il ne se bat pas, il observe, il est victime d'une grenade offensive. On remontait pour fuir, et on arrive au passage d'une haie, ça je m'en souviens très très bien, et alors là ça canardait, mais alors là on était au plus fort. Et d'un seul coup, j'ai vu, je me souviens avoir vu à peut-être 15 mètres sur ma gauche, quelqu'un crier, mais c'est pas la même chose qu'un cri normal, on va dire. Je l'ai vu tomber, enfin il est resté inanimé pendant un moment, donc on a pensé qu'il allait se relever, etc. Et il a fallu un certain délai, alors je suis pas incapable de dire lequel, mais il a fallu un certain délai pour qu'on s'aperçoive qu'il était inanimé et que c'était grave. Il y a une grenade qui lui a explosé devant la poitrine et qui lui a fait exploser les alvéoles pulmonaires. Et j'ai le souvenir de quelqu'un qui a pris ça dans le corps. C'était violent, et quand je dis maintenant, j'ai envie de dire, il était peut-être même plus près de moi, ce gars-là. On a vu les CRS, mais alors tirer et charger, mais c'était à tir tendu. Et visiblement, le but était de descendre, était de toucher, était de faire mal. Parmi les militants qui sont restés après, il y a eu des militants qui se sont penchés sur la question des armes qui avaient été utilisées, et ils ont retrouvé des douilles, des pièces, je ne suis pas un spécialiste, des pièces qui montraient qu'il y avait eu des grenades offensives utilisées. Hein. Des centaines et des centaines de grenades sont tirées. Côté manifestant, Michel Grandjean a le pied arraché, Manfred Schutz perd une main. Un gendarme mobile, lui aussi, est mutilé. Il a perdu la main, le gars. Il a perdu la main, on était là à 5 ou 6, il n'était pas loin de nous, on regardait un petit peu, il criait même pas. Il criait même pas, il cherchait sa main par terre. Il arrive près des journalistes, et il s'adresse à son lieutenant, il lui dit, mon lieutenant, ma main, allez faire chercher ma main, elle est là-bas, vers la cabane à vaches. Ma main, mon lieutenant, ma main là-bas pour récupérer. Si elle est récupérable. Ma main elle est là-bas, si je n'en sais rien. Là-haut vers la... En dessous de la maison. Dans le pré, vers les sorties. Vers les sorties, vers la petite cabane à vache. Allez là-bas. Une journée de sang et de boue. Quelques centaines d'antinucléaires se sont battus, des dizaines de milliers bloqués à l'arrière n'ont rien vu et sont repartis pleins d'amertume. Il y aura un procès à Bourgoin. 3 jeunes seront condamnés à 3 mois de prison ferme, 3 autres à 1 mois ferme. Ce fut la dernière très grande manifestation antinucléaire en France pour un surgénérateur qui n'a presque jamais marché. Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a 2 choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire parce que nous, on sait comment l'apprendre une brebis. Des flics. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait, quoi. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Il faut qu'on leur prouve
que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre. Oui, on investit, oui, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Palloc lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne le prendront pas. Cadeau. Tu veux que je fasse quoi avec ça? Faut bien qu'il paie pour ça. J'ai compris. Après, Mohamed! tu le butes? Mais c'est pour toi, c'est pour te venger, Mohamed. D'accord, tu veux me venger. Tu vas buter tous les racistes de France. S'il faut, ouais. Bah t'as du boulot. On va conquérir le cœur des Français et on va lui faire prendre conscience que son visage a changé. Martin Luther King l'a fait. Gandhi l'a fait. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Bonjour. Tu viens pour la marche? Moi, mon fils, je le connais mieux que toi. C'est une feignasse, ça boit rien. Je suis sûr qu'il est capable de le faire. Ah ouais? Tu es capable de faire ça, toi? Ouais. Nous allons traverser 55 villes. Bah bienvenue! Parcourir 1200 km. Ouais, je sais, on n'est pas très nombreux. Hein, je suis même tout seul. Tu marches, Farid? Non. Farid, s'il te plaît. Moi, je suis là, il pleut! Ils sont plus mes pieds! Ah, t'en as de la chance! Parce que nous, on les sent, tes pieds, hein? Je me déshabe comme ça, normal, devant tout le monde. Ouais, ça dérange quelqu'un que je me déshabille ici ou pas? Non. Aucune loi n'obligera jamais un homme à m'aimer, mais il est important qu'elle lui interdise de me lyncher. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je vais marcher avec vous! On va marcher ensemble! On va tous marcher pour le racisme et contre tous les trucs que vous avez dit là. C'est une marche propre. Et ben, je suis plus propre que toi. Mais bien sûr. Dans la vie, il faut savoir pardonner. On est là pour marcher, on est là pour discuter, les mecs. Oh, égalité! Croient dans leur pays, c'est melon. Tu risques rien. Toi, ta tête, c'est un gilet pare-balles. C'est pas vrai, peut-être, avec tes grosses aspirines? Qu'est-ce que tu connais du racisme? Mais je connais mieux que toi le racisme. Ça va trop loin, François, on n'y arrivera pas. Le cœur des gens s'est fermé. Il est temps de dire stop! Stop à la haine! Vous allez me l'arrêter, cette marche. Je salue la France de toutes les couleurs. Nous avons décidé de marcher. Est-ce que c'est le bon choix? On n'en sait rien. Mais au moins, on aura essayé. Préparez les lacrymos. Ceci est le dernier avertissement. En position. Ça y est. Tenez-vous prêts. Ouais. Tu peux me tenir ça? Merci. Mais ce Tu veux pas? T'es sûr? Non, ça va aller, garde-le. Ils mourront pas. Bon, les gars, ça y est. Envoyez les lacrymos. Est-ce qu'on vit dans une démocratie ou dans un état policier? Est-ce qu'on vit dans une démocratie ou dans un état policier? Est-ce qu'on vit dans une démocratie ou dans un état
Dans son dernier film, Daniele Vicari nous plonge dans les violentes émeutes qui avaient éclaté en marge du sommet du G8 à Gênes durant l'été 2001 et qui s'étaient soldées par la mort d'un jeune militant altermondialiste tué d'une balle en pleine tête. Le réalisateur italien revient en particulier sur l'assaut donné sur l'école Diaz, qui servait alors de dortoir et de point de rencontre pour des dizaines de manifestants et de journalistes. Qui ci sono dei problemi seri da affrontare. I treni per il deflusso che non ci sono. I genovesi che non ne possono più. Io non andarmene da sto posto de merda. Le film est très objectif dans la mesure où il est basé sur les procès-verbaux. J'espère vraiment que le public de Gênes ira le voir et appréciera l'objectivité du réalisateur. Émotionnellement, c'était difficile. Quand vous voyez dans le film les scènes de l'assaut, tout en sachant que cela s'est vraiment passé, vous êtes à peine capable de retenir vos larmes. 93 militants altermondialistes sont présents dans l'école Diaz lors de l'assaut. Ils reçoivent alors un déluge de coups de matraque, de pieds et de chaises, une violence extrême que le réalisateur a souhaité restituer telle qu'elle dans le film. On s'est posé des questions sur le point de vue narratif, dramaturgique, pour ne pas repousser le public. Mais on voulait que la violence soit représentée de manière crue et réaliste dans le film. Vous ne pouvez pas rester indifférent devant de telles scènes. Ce n'est pas un film contre la police, c'est un film qui raconte, et si vous voulez, qui dénonce les actes de la police à ce moment-là et durant les jours qui ont suivi l'assaut. La polizia ha fatto in quell'occasione, nei giorni successivi. On va prendre l'exemple des NAS, qui est devenu quelque chose d'assez récurrent en France dans les manifestations, où les forces de l'ordre vont confiner un certain nombre de manifestants sur un périmètre et vont les retenir, dans certains cas, plusieurs heures, en les empêchant de pouvoir manifester. Donc une grosse explosion et puis une douleur à l'œil qu'on n'imagine pas en fait. Et je hurle. Voilà, je hurle, une sorte de cri, comment on peut dire, pour évacuer la douleur, quoi. Je hurle de toutes mes forces. Je pense qu'ils m'ont entendu jusqu'à Marseille parce que c'était, je hurlais, mais comme jamais j'ai hurlé, quoi. Rien n'a été mis en place par les autorités françaises pour permettre de comptabiliser ces violences disproportionnées. Il y a vraiment une sous-estimation totale des violences commises à l'encontre des manifestants, notamment à l'encontre des manifestants pacifiques, que nous avons pu constater en étant observateurs sur le terrain et en recueillant de multiples témoignages allant dans ce sens. Ce que l'on a pu constater aussi dans notre recherche, c'est le fait que de très nombreuses personnes, des journalistes indépendants, des documentaristes, de simples manifestants qui filmaient avec leur smartphone ou avec leur caméra ou avec leur appareil photo, avaient été pris pour cible délibérément par les forces de l'ordre. Et cela est une violation fondamentale au droit à la liberté d'expression. Donc le droit d'informer en prenant des photos, en documentant, est fondamental pour l'établissement de la vérité sur les violences disproportionnées qui peuvent avoir lieu dans les manifestations. Voilà, on a passé 9 heures. Dans une cellule immonde, où tout est fait pour dégrader, vraiment on dégrade ton corps, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. On te met dans un endroit qui pue, qui est délibérément entretenu dans la saleté et la puanteur. Et là tu te dis mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Comment c'est vraiment un truc, c'est une rupture, quoi. On comprend plus rien, on perd ses repères, on se dit comment je peux me retrouver là, quoi. Et on se dit, ben quoi, je suis devenue une opposante politique parce que j'ai déposé une manif. Je comprends pas, quoi. Tu vois, c'est un truc, bon.
Donc, ce qu'Amnesty demande en premier lieu, d'abord, c'est le fait que les mesures de l'état d'urgence ne puissent pas sanctionner de manière disproportionnée le droit de manifester. L'état d'urgence n'a qu'un but, c'est celui de prévenir des attentats. La seconde chose, c'est que Amnesty International demande tout simplement la fin de l'état d'urgence, à moins que l'État français ne soit en mesure de démontrer de l'absolue nécessité des mesures de l'état d'urgence pour faire face à un attentat terroriste. Troisième chose, Amnesty International demande à ce que les autorités françaises prennent des mesures extrêmement claires pour recenser, documenter, enquêter et poursuivre les auteurs de violences, qu'elles soient liées à des violences à l'encontre des manifestants ou à l'encontre des forces de l'ordre. Quatrième point, Amnesty International demande aux forces de l'ordre de n'employer la force qu'en dernier recours. Sur le site amnesty.fr, nous proposons des manières d'interpeller les pouvoirs publics français pour qu'ils mettent en place les recommandations que nous préconisons. On voit bien que les autorités françaises voient aujourd'hui la possibilité de manifester d'abord et avant tout comme une menace de trouble à l'ordre public avant d'être tout simplement une liberté fondamentale liée à l'expression des citoyens. Au lendemain de l'attentat suicide de Manchester, la France se met en marche pour une 6e prolongation de l'état d'urgence. Emmanuel Macron va saisir le Parlement pour demander cette prolongation. L'état d'urgence doit arriver à échéance le 15 juillet. Il devrait être prolongé jusqu'au 1er novembre. Le président français en a décidé ainsi lors du Conseil de défense spécial réuni ce matin à l'Elysée. Emmanuel Macron et ses ministres ont aussi discuté de l'instauration d'une task force qui œuvrerait 7 jours sur 7 sur les menaces terroristes et serait directement reliée à Matignon et à la présidence. Une nouvelle loi pour lutter contre la menace terroriste sera également préparée dans les prochaines semaines. Le gouvernement doit plancher sur des mesures de renforcement de la sécurité face à la menace terroriste hors état d'urgence. L'état d'urgence qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie en assurant le bon déroulement des élections présidentielles et législatives est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Cette prorogation sera limitée au temps nécessaire à l'examen d'un projet de loi qui inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant, notamment pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées, la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. Nous allons maintenir à un haut niveau l'opération Sentinelle, celle qui permet de mobiliser 10 000 militaires en plus des gendarmes et des policiers. J'ai également décidé de faire appel à la réserve opérationnelle, c'est-à-dire à tous ceux qui ont un moment été sous les drapeaux ou ont été dans les effectifs de la gendarmerie pour venir soulager les effectifs de policiers et de gendarmes. Nous pourrons les déployer sur tous les lieux où nous avons besoin d'eux, et en particulier pour le contrôle des frontières. Enfin, j'ai décidé que l'état d'urgence, qui devait prendre fin le 26 juillet, serait prolongé de 3 mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la semaine prochaine. Sur voir le feu d'artifice, et au moment où on voit le feu d'artifice était fini, on est pour aller se promener à la prom, pour aller manger une glace au McDonald's, et au moment où on va pour manger une glace au McDonald's, on voit un camion arriver. Au début on a cru que c'était pour les barrières, que pour ramasser toutes les barrières. Quand on a vu qu'il mettait la vitesse 1, quand on a vu qu'il mettait la vitesse 2, la vitesse 3, la vitesse 4, non, c'était pas pour ramasser les barrières. Il a écrasé des gens, il y avait des morts, il y avait des enfants par terre. Moi j'ai couru avec une entorse pendant 5 km.
J'ai aidé des gens, mais je pouvais pas. Ils me disaient de venir aider porter leurs femmes par terre. Je pouvais pas. Impossible. C'est comme si vous regardez cette vue-là aujourd'hui. Demain, vous revenez, tout est brûlé. Il n'y a plus rien. Mais c'est ce qu'il y avait, les gens par terre. Par terre, par terre, par terre, par terre, par terre. On était en Irak ou on était en Syrie, je sais pas. On n'était pas en France. Impossible. Ça, c'est impossible. Depuis plus de 20 ans, qu'il soit incarné par Khaled Kelkal et le GIA algérien, par Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, par Mohamed Merah et ses nouveaux visages de la terreur, le danger islamiste n'a cessé de planer sur la France. Après plusieurs menaces, des diatribes, des signaux inquiétants et des alertes, le pire est arrivé un matin de janvier 2015 et s'est poursuivi sur 3 interminables journées. À Paris aujourd'hui, il y avait plus d'1 million de personnes dans la rue pour dire non au terrorisme et rendre hommage aux 17 personnes tuées dans les 3 attaques. Je suis Charlie, flic juif. Je suis la République. Les attentats de janvier 2015 n'était pas un fait isolé, ni un accident de l'histoire, mais le début d'un processus. Les terroristes ne ciblaient pas seulement des dessinateurs, des personnes en raison de leur métier ou de leurs croyances, mais bien tout un pays pour ce qu'il est, surtout pour ses valeurs. La France entrait dans une nouvelle ère. Pourtant, quelques semaines après le drame de janvier, malgré plusieurs alertes, la société avait presque oublié la menace terroriste. Jusqu'à cette fameuse soirée du 13 novembre 2015. Il est 21h17 quand la terreur envahit de nouveau la capitale. La France sous le choc, scène d'horreur. Pour la première fois en France, des actions kamikazes ont eu lieu aux abords du Stade de France, mais également au cœur de la capitale. Les assassins ont ouvert le feu sur plusieurs terrasses et dans plusieurs rues situées dans le 10e et le 11e arrondissement. Quelques minutes plus tard, ils attaquaient la salle de spectacle du Bataclan où se déroulait un concert. L'assaut a été lancé par les forces de l'ordre. Les attaques revendiquées il y a quelques minutes par le groupe État islamique. Sortie d'état d'urgence. L'état d'urgence, qui a été prorogé notamment pour préserver notre démocratie, est en vigueur jusqu'au 15 juillet. Le président de la République nous a demandé ce matin de préparer une prorogation de cet état d'urgence. Le projet de loi inscrira dans le droit commun les dernières mesures de renforcement de l'arsenal existant pour assurer de manière durable, par des mesures administratives appropriées, la sécurisation des grands événements culturels, récréatifs ou sportifs. S'exprimer et quoi? S'entraîner les uns les autres et quoi? Devant les canons? Et si ce n'est pas à eau, à poudre? Bien sûr, défendre l'emploi, l'écologie, la sauvegarde du climat, de la biodiversité, du patrimoine naturel et agricole, quand tous les autres s'en foutent. Bien sûr, faire des bâtiments en plein champ et jouer au football le week-end, bien sûr, ça n'arrange rien. Bien sûr, l'expression de qui doit se défendre peut devenir radicale, le mettre en danger, hors la loi. Bien sûr, solidaire. Demeurer sur le front d'une mobilisation légale, politique, populaire, défensive. La France insoumise, front de gauche écologiste avec Jean-Luc Mélenchon, défriche le champ de l'écosocialisme depuis des années. Un laboratoire d'idées s'est créé lors de la présidentielle 2017 avec Benoît Hamon. Ce jour, à regret de l'absence d'alliance entre ces deux, moi, citoyen de rien, sans alliance avec personne, de mon inexistence sociale, je crois que l'agroécologie soit l'internationale paysanne, citoyenne, ouvrière, la plus actuelle, essentielle, urgente, à protéger la vie, les gens, la terre nourricière.
Quant à moi, citoyen de rien, après la mort de Rémi Fraisse et combien d'autres blessés graves en manifestation, l'agroécologie est-elle à penser pour soi et à soi, plutôt qu'en tant que politique de pays. Bien que le nucléaire fasse vivre la péninsule de Shimokita, quelques voix osent encore s'élever. Un des symboles de cette résistance se trouve au cœur de la centrale d'Omma, où une famille possède encore un hectare de terre qu'elle a refusé de vendre. Madame Ogasawala est la propriétaire de cette parcelle située au pied de la centrale nucléaire toute proche. Elle poursuit le combat qu'avait commencé sa mère il y a plus de 20 ans. Comme vous pouvez le voir, c'est juste en face. Mais même s'ils construisent, nous, on restera ici, en face d'eux. Et puis, grâce à ce chemin, tout le monde peut entrer comme il veut et continuer à faire des va-et-vient. D'ailleurs, il y a toujours plein de gens qui viennent ici. Et rien que ça, c'est bien, parce que ça les gêne. C'est pour ça qu'ils sont aux aguets, comme tout à l'heure. Ils sont venus voir si leur clôture était toujours en place. Ils viennent surveiller. C'est un moyen d'exercer une sorte de pression sur nous. Ce terrain appartenait au père de ma mère. Quand il est rentré de la guerre, le pays était ruiné. Alors il a dit à ma mère, à Sako, ne lâche jamais ce terrain. S'il arrive quelque chose, tu pourras y vivre. Car si on possède des terres et si on vit près de la mer, on peut toujours subsister, on peut survivre, même sans argent. Ma mère a suivi les paroles de son père. Elle n'a jamais lâché son terrain. Et puis, en tant que mère, je pense qu'elle voulait d'instinct protéger ses enfants, sa famille. C'est aussi pour ça qu'elle s'est révoltée, de toutes ses forces. Il suffirait d'un déclencheur, une petite étincelle. Les gens sont prêts à exploser, même si pour le moment personne ne dit rien. Ils refoulent leurs sentiments, ils n'arrivent pas à parler. C'est une petite ville ici. Ils craignent le regard des autres. C'est difficile de faire le premier pas. C'est comme un ballon et une aiguille. Je pense que ça peut exploser. Et moi, j'aimerais être cette aiguille. Avant, j'avais des pâturages à Fukushima. Je faisais de l'agriculture biologique, sans pesticides ni engrais chimiques. Mais l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima est arrivé. J'ai arrêté parce que je ne pouvais plus rien vendre à cause du césium, de la radioactivité. J'ai tout abandonné et j'ai mis fin à mes activités à Fukushima. C'était fini. Ici aussi, les gens risquent le même sort à cause du nucléaire. Alors j'ai eu envie de faire quelque chose pour eux, parce que je ressentais beaucoup d'affinité avec ce qu'ils vivaient. Je suis venu ici pour aider Atsuko à défricher. Elle était vraiment très contente. Je suis revenu l'année suivante, puis l'année d'après.
Je suis toujours en colère contre l'industrie nucléaire. Je suis né dans une famille d'agriculteurs et quand j'étais enfant, une fois le travail des champs terminé, on allait tous dans la montagne pour y planter des arbres, pour débroussailler, pour élaguer, pour entretenir. On s'occupait de la montagne et c'était normal. Le peuple japonais a toujours fait ça. Nos ancêtres nous ont transmis des champs qu'on a entretenus, en veillant à les préserver dans le respect de ce qu'ils avaient fait, pour pouvoir les transmettre à la génération suivante. Après Fukushima, et avec ce qui s'y est passé, j'étais persuadé que c'en était fini des centrales nucléaires au Japon. Mais maintenant, on parle de redémarrage. C'est atterrant ce qui se passe dans ce pays, non? Je n'ai plus envie de vivre ici. Je ne veux pas finir ma vie dans ce pays. Après la catastrophe de Fukushima en mars 2011, toutes les centrales ont été arrêtées. Mais alors que rien n'est résolu, le gouvernement japonais, contre l'avis de la population et des autorités de contrôle, s'obstine à vouloir continuer le développement de l'industrie nucléaire. Les centrales nucléaires rejettent des substances, des déchets, et on ne sait pas quoi en faire. Et tout ça, ça va rester. Cette façon de penser, d'un point de vue éthique, je ne peux pas leur pardonner. Je pense vraiment que ce sont des gens qui n'ont aucune morale. Quand je vois ce qu'ils font à la terre, je voudrais leur montrer ce que nous, les agriculteurs, on en fait. Ceux du nucléaire, je me demande comment ils peuvent sans honte continuer à faire des choses pareilles. Et puis il y a de la colère en moi parce que j'ai été chassé de ma ferme. Et la colère est un sentiment qui me motive. Et je me dis, protégeons cette terre. Le plutonium tire son nom de Pluton, le dieu des enfers dans la mythologie occidentale. C'était un dieu peu aimé, qui ne se laissait jamais apitoyer par les prières des hommes. On le représentait muni d'un trousseau de clés noires, pour signifier que son royaume était si bien gardé que nul jamais ne pourrait en sortir. Les Japonais pensent que la péninsule de Shimokita, où se trouve l'entrée des enfers, est l'endroit sur la Terre où on peut communiquer avec les morts. Le pont rouge des jardins japonais est le symbole de ce passage entre les mondes. Peut-on revenir du royaume de Pluton? C'est la question à laquelle, un jour ou l'autre, nous aurons tous à répondre. J'ai lu ces temps-ci que j'étais un solitaire. Peut-être. Mais j'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans ces affreuses sociétés intellectuelles où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté,
où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogan, comme le chien de Pavlov salivait à coups de cloche, et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Une zone à défendre, c'est la nature à défendre pour les vrais intérêts publics. Les vrais intérêts publics, c'est respirer convenablement, se nourrir convenablement. Et c'est sûrement pas bétonner la forêt, bétonner le peu de verre qui nous reste. J'ai fait un rêve, Rémi. L'humour et le détachement de soi sont à l'intérieur de nous tous. J'ai fait un rêve, Rémi. Plus jamais la France ne se mutilera avec des grenades offensives. Que ta mémoire, Rémi, soit le gardien de l'interdiction de ces armes. Je ne rêve plus. Je ne rêve plus, mais j'espère toujours